comment. Voilà. Comme je puisse la mettre après sur YouTube. Et on est parti. Donc aujourd'hui, on a dit, on va faire en 2 étapes. Les 2 dernières étapes, la 2 dernières lignes droites. On va voir vraiment on va faire vraiment un résumé de ce que les gens appellent le régime chasseur-cueilleur, pour vraiment établir ce qui est vraiment leur alimentation et ce qu'on peut appeler aujourd'hui suivre un régime de chasseur-cueilleur. Pour essayer de comprendre un petit peu ce que signifie ce terme. Donc déjà, il faut savoir que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les périodes où la chasse ne donne absolument rien, eh bien, c'est la cueillette qui permet de nourrir toute la tribu. Et puis les fois où, par exemple, l'hiver, etc., quand c'est gelé, ou c'est l'inverse, c'est la cueillette qui donne rien, et bien c'est la viande ou c'est la chasse qui va prédominer. Et c'est ce mode alimentaire-là qui va pousser à la première répartition des tâches qui va donner en fait le pilier de l'évolution humaine. Parce qu'ils cherchent toujours à être efficaces. Et dans le traitement pour attraper les proies et récolter la nourriture, et dans leur gain énergétique, etc. Avec la plupart du temps, forcément les hommes qui s'occupaient plus de la chasse et les femmes de la cueillette, de la récolte des racines, des végétaux, etc. Alors, il y a aussi bien sûr une grande variation dans les sources et puis aussi dans les portions alimentaires selon les régions et selon les climats, entre la chasse et la cueillette. Les habitants, par exemple, des régions très froides, comme les Inuits, etc., ils vont manger plus de calories animales que ceux des régions tropicales. Et aussi plus de sources végétales aquatiques, donc très très riches en nutriments. Parce que les gens plutôt sur les tropiques, eux, vont plutôt consommer des plantes, des tubercules, qu'ils ont à l'année en fait. Et puis après, il y a aussi toutes les populations qui vont être sur le bord des rivières, sur le bord des lacs, sur le bord des mers, qui eux vont pouvoir évidemment manger les produits aquatiques, donc c'est-à-dire les poissons, mais aussi les mollusques, les coquillages, les crustacés, ce qui va être un élément en fait très très important pour le développement des cerveaux. On va avoir une évolution en fait selon leur type d'habitation, de l'évolution cérébrale selon les régions. Et notamment, c'est de là que sont parties les études où on a découvert l'importance des oméga 3. Vous avez tous déjà entendu parler de ces fameux oméga 3. Donc, malgré ces différences locales, on peut dégager, je vais dire, quelques grandes tendances. Donc, par exemple, une grande variété de plantes, sauf peut-être dans les climats plus froids, bien sûr, mais en tout cas, par rapport à aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, une très, très grande diversité de plantes. On estime même que dans certaines populations, elles consomment entre 80 et 120 variétés différentes sur l'année. Entre les tubercules, les racines, les légumes, les baies, les noix, etc. Sachant qu'à l'époque, il n'y a pas de culture, hein. Donc, c'est que des choses qu'ils trouvent dans la nature. Les plantes, à cette époque-là, elles étaient forcément sauvages, donc plus riches en nutriments, plus riches en antioxydants qu'un grand nombre de nos variétés modernes qui sont, elles, sélectionnées pour leur goût. Je l'ai déjà dit, hein, plus sucré, plus doux, voilà, pour faciliter l'achat au niveau des gens qui ont maintenant un instinct plus précaire, on va dire, au niveau de l'alimentation. Donc, les quelques produits animaliers que les chasseurs-cueilleurs vont consommer, dans tous les cas, ils vont préférer toujours des gros animaux et terrestres, c'est plus facile. Et puis, énergétiquement, c'est plus économique, en fait, de tuer. Par exemple,
si je vous donne si ces peuples tuent un gros mammouth, eh bien, par rapport à 50 lapins, eh bien, ça va être plus facile de tuer un gros mammouth au niveau dépenses énergétiques pour aller faire cette chasse, parce qu'il va plus vite s'épuiser, etc., que de tuer 50 petits lapins. Même si l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils tuaient les mammouths et qu'ils préféraient les gros trucs terrestres que quand ils attrapaient un lapin, ils allaient le laisser tomber. D'accord? Donc on retrouve des petits ossements de lapin à côté des foyers et des peuples. En fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'ils consommaient toutes les parties de l'animal à cette époque-là, de la tête aux pieds. Donc, vous vous souvenez de l'époque où je vous disais qu'ils consommaient surtout les organes? Et bien là, maintenant, en fait, ils vont privilégier les parties les plus... on ne va pas dire les parties les plus nobles, parce qu'aujourd'hui, quand on va chez le boucher et qu'on demande une partie noble, ça va être plutôt musclé, qu'à cette époque-là, c'était plutôt les organes, puisque c'était eux qui étaient riches en nutriments et caloriquement parlant. Donc, ils vont privilégier tout ce qui est des apports riches en nutriments. Si je fais un comparatif avec notre société moderne qui ne mange plus que les muscles. Par contre, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. On parlait bien ici d'une alimentation omnivore, c'est-à-dire où la viande avait une place plus ou moins importante selon les régions et selon l'époque aussi, mais selon l'année. Et pas une alimentation carnivore, ce que l'on est devenu aujourd'hui. D'accord? Quand on parle aujourd'hui à beaucoup d'entre nous et qu'on dit oui, mais c'est normal qu'on mange de la viande, on est omnivore. Oui, on est omnivore, on n'est pas carnivore. Les carnivores consomment de la viande tous les jours. Voire si on prend les lions, les tigres, etc., ils mangent de la viande tous les 48 heures. Mais uniquement de la viande. Ils mangent de l'herbe de façon occasionnelle pour simplement se purger. Donc, ça va être une fois la semaine ou une fois la quinzaine. Et nous ne sommes pas carnivores. Donc, par rapport à la répartition entre les différents macronutriments, il n'y a pas un modèle unique dans les régions froides, enfin dans les régions froides, chaudes, etc. Si je prends, tout à l'heure, je vous ai parlé des Inuits, et si on prend les Inuits actuels, l'alimentation est surtout riche en graisse animale, et les populations maritimes, comme sur les îles par exemple, elles consommeront plus des produits de la mer que des animaux terrestres. Forcément, c'est plus accessible. Et d'autres, dans des régions tropicales, auront une alimentation, elle, plus riche en glucides. Donc, c'est là qu'on fait la grosse différence entre une alimentation riche en graisse pour les Inuits, une alimentation riche en sucre pour les gens qui sont dans les forêts tropicales, et où on ne va pas dire telle alimentation est meilleure que l'autre. Parce que de toute façon, cérébralement et physiologiquement, les corps se sont développés de la même façon. Donc c'est bien la qualité, la quantité nutritionnelle apportée par les aliments qui va faire l'évolution de l'homme. Puisque les racines et les tubercules vont être la principale source d'aliments des gens sur les tropiques, donc très très riches en sucre. Dans tous les cas, le but c'est toujours le même, c'est de tirer le meilleur parti de l'environnement local pour avoir le plus de nutriments et le plus de calories disponibles. Et c'est là qu'on va pouvoir demain expliquer pourquoi notre corps réagit comme ça face à l'alimentation. Donc si je reprends, ils consommaient tous par exemple énormément de vitamine C ou de potassium. Beaucoup plus en tout cas que nous aujourd'hui, comme on pourrait, on entend parler là, quand on écoute un peu les campagnes sur les médias, etc. On nous dit attention, il faut prendre des compléments de vitamine D parce qu'on manque de vitamine D. Et en fait, c'est
à cette époque-là, les populations, si elles consommaient les organes, si elles consommaient beaucoup de graisse ou beaucoup de glucides, mais par rapport aux aliments dont ils disposaient, c'était clairement pour avoir un très fort taux de nutriments. Quand on regarde, on parlait des déplacements l'autre jour, des gens d'Afrique, enfin des Homo ergaster qui se sont déplacés pour pouvoir se démultiplier en fait au niveau des habitants, des tribus qui grossissaient, et qu'ils se sont déplacés hors d'Afrique, de plus en plus vers le nord. Eh bien, on va observer chez ces individus-là, donc la couleur de peau va être modifiée, puisque s'ils sont en Afrique, la couleur de peau est plutôt noire pour pouvoir faire face à ce soleil. Et quand on va regarder la migration de ces populations, eh bien, on va avoir un éclaircissement de la peau parce que la peau doit absolument laisser passer la vitamine D et donc forcément s'éclaircir. Puisque chez les populations qui arrivent hors d'Afrique et de plus en plus vers le nord, doivent laisser à leur organisme la possibilité de recevoir assez d'UV du soleil pour synthétiser cette vitamine D. Et enfin, dernier sujet important et non des moindres de l'activité physique de ces populations qui ont évolué physiologiquement, eh bien, par définition, le chasseur-cueilleur était forcément beaucoup plus actif que, alors déjà que nous, d'une manière particulière, mais même que l'Homo ergaster qui était sédentaire là où il y avait à manger, puisqu'il s'est mis d'un seul coup à suivre son gibier ou à suivre les saisons pour obtenir les aliments par rapport à ces déplacements. Et c'est là qu'on peut commencer à parler de migration et qu'on arrive à ce que les Homo sapiens d'Afrique grimpent sur l'Europe. Et un chasseur-cueilleur, si on regarde un peu les déplacements qu'il faisait tous les jours, donc où il y a pendant les intersaisons en fait, eh bien, on peut observer qu'ils se déplaçaient, qu'ils étaient actifs autour de 6 heures par jour. Et ils pouvaient courir jusqu'à 15-20 km par jour, hein, essentiellement donc pour trouver cette nourriture. Donc, bien entendu, il n'y avait pas non plus le confort moderne d'aujourd'hui. Hein. Il fallait passer son temps à marcher, creuser, porter, etc., pour pouvoir se protéger des animaux qu'il rencontrait, en fait, les prédateurs. Mais tous ces déplacements, c'était toujours par nécessité. Donc, leur seule façon de penser, c'était j'ai besoin de me nourrir, donc je suis le gibier, je suis la saison des plantes, je m'arrête parce que j'ai besoin de me reposer. D'où le fait que notre corps sache se mettre en mode économie d'énergie. Très facilement. Parce que ça, c'est resté dans nos gènes. Pour ne pas gaspiller. Parce qu'à cette époque-là, on mangeait juste ce qui était nécessaire pour couvrir en fait nos besoins quotidiens. Par contre, enfin je dis quotidien, mais ça devait, je ne suis pas sûre qu'ils avaient cette notion de besoin quotidien. C'était plus étalé sur le temps. Par contre, dans nos sociétés modernes, si on regarde bien, c'est devenu un mécanisme de manger. Et c'est un mécanisme qui se retourne contre nous, et notamment de faire des réserves. Pourquoi? Parce qu'on fait face à une abondance alimentaire. Vous êtes d'accord? Et puis un manque d'activité physique aussi. Donc, il est aussi possible que les dernières tribus des chasseurs-cueilleurs qui existaient, ou qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, si on analyse un petit peu les récits des explorateurs du XVIe ou du XVIIe siècle, eh bien, enfin, qui ont pu rencontrer ces tribus
qui ressemblent fort en fait à ces Homo sapiens. Eh bien, quand on regarde les récits de ces explorateurs sur leur passage en Afrique ou bien en Amérique, voire même dans le Pacifique de mémoire, eh bien, on peut regarder des descriptions exactes de leur mode de vie. Alors, on va prendre un exemple très concret, puisque vous en avez sûrement déjà entendu parler. Les tribus les plus observées à l'époque du XVIIe siècle, c'était les Apaches, qui étaient en fait un groupe d'Amérindiens vivant donc en Amérique, dans le sud-ouest des États-Unis. Et c'était considéré, ces Apaches, comme les meilleurs guerriers, avec un physique très athlétique, qui correspondait parfaitement aux chasseurs-cueilleurs. Donc, les descriptions, c'est qu'ils chassaient des animaux des plaines, notamment donc les buffles et les bisons, qui consommaient beaucoup de noix, beaucoup de légumes de cueillette, ce qu'on pourrait appeler des fruits, mais tout ce qui poussait en fait était à l'évidence. Et aussi, c'est là aussi qu'on voit apparaître les premiers maïs. Pas parce que les Apaches les cultivaient eux-mêmes, mais parce qu'en fait, ils faisaient du troc avec les civilisations du XVIe, XVIIe siècle qui avaient commencé à envahir un petit peu l'Amérique, etc. Et qui étaient en train d'implanter le maïs en fait sur ces territoires. Donc, en faisant du troc avec les tribus, on voit le maïs arriver dans leur consommation. Par exemple, on connaît aussi très bien l'alimentation enfin, je dis on connaît aussi très bien, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est répandu au niveau des connaissances historiques. Il y a une tribu, dans le cas alimentaire, là, qui nous intéresse, qui a été analysée, qui s'appelait les Asa. A-2-Z-A-S, tout simplement. C'est une tribu qui vivait en Tanzanie et qui a un mode de vie en fait qu'on estime proche de celui de nos ancêtres d'Afrique, avec une alimentation très très riche en glucides et essentiellement en miel et en tubercules. Et s'il y a une personne qui a bien étudié leur mode de vie et qui a pu la raconter et en expliquant que ça correspondait vraiment à tous ces peuples ancestraux, c'est un monsieur qui s'appelait, enfin, oui, qui s'appelait parce qu'il doit être décédé, Weston Price. Et Weston Price, en fait, c'était un dentiste américain du début du XXe siècle qui a voyagé donc dans le monde entier dans les années 1930 à peu près. Ce qu'il voulait, c'était rencontrer des tribus qui ont conservé leur mode de vie traditionnel, donc qui n'ont pas été qui n'ont pas subi en fait l'évolution de l'homme comme nous on l'a vécu, pour étudier leur santé dentaire. Et en étudiant leur santé dentaire, il a aussi étudié leur santé en général. Et en étudiant leur santé en général, eh bien, il a étudié leur alimentation. Et il s'est rendu compte que chez les Inuits, chez les Maasai, chez les Aborigènes, chez les Maoris, chez les Tahitiens aussi, je crois, eh bien, ils avaient toute cette capacité d'avoir une excellente santé dentaire par rapport aux concitoyens américains qui avaient de plus en plus de caries, en fait. Donc, alors pourquoi est-ce que les Américains avaient de plus en plus de caries? Tout simplement parce qu'ils avaient une alimentation de plus en plus raffinée. Et ce qu'il a remarqué, Weston Price, c'est qu'ils étaient en bien meilleure forme physique aussi, en forme générale, vous savez. Et il a cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'était la grosse différence en fait, puisqu'ils avaient une alimentation pour la plupart essentiellement glucidique. Donc c'est que ce n'était pas le sucre. Et même s'il y avait des différences en fait régionales selon les coins, puisque si on va chez les Inuits, c'est plutôt gras, alors que dans les îles, c'est plutôt sucré. Eh bien, il s'agissait toujours d'une alimentation à base de produits non transformés. Donc, brut,
sans les ingrédients modernes, comme je vous disais tout à l'heure, le sucre raffiné ou bien les huiles végétales à transformer. Donc, au final, une alimentation très très riche en nutriments, notamment en vitamines liposolubles, c'est-à-dire les vitamines A, vitamine E, vitamine D et vitamine K. Alors, on va parler un tout petit peu santé, parce qu'il y a une critique qui est souvent faite à cette approche que je vous ai faite toute la semaine, là, évolutionniste, c'est que nos ancêtres avaient, soi-disant, une espérance de vie très courte, de 35 ans, environ. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans les livres et c'est un fait. Et que donc, il n'y a pas d'intérêt à regarder l'évolution alimentaire, puisque si c'est pour mourir jeune, il n'y a pas d'intérêt. Mais en fait, si on regarde bien l'âge des populations jusqu'au 19e siècle, l'espérance de vie, elle a stagné. Et donc, elle était à peu près de 35-40 ans. Ça, c'est un premier constat qu'il faut faire. Donc, on peut être d'accord avec ces critiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le principe même de l'espérance de vie, qui n'est autre qu'une moyenne. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez, par exemple, si on prend, par exemple, la mortalité infantile, qui est très élevée, que ce soit, bon, l'homme de Néandertal, il est parti, mais de l'Homo sapiens jusqu'au 19e siècle, la mortalité infantile est très, très élevée. Et c'est ça qui fait baisser d'autant cette moyenne. Et donc, il faut être réaliste et analyste. Il mourait plus souvent d'infections dans une vie qui était beaucoup plus dure que la nôtre, hein, entre autres avec les prédateurs, et puis aussi les conditions climatiques. Hein. Nous, on a des maisons, ils ne les ont pas. Il est donc plus instructif de regarder l'espérance de vie à 20 ans, c'est-à-dire combien de temps une personne peut espérer vivre quand elle a l'âge de 20 ans, ce qui permet d'éliminer en fait le biais de la mortalité infantile. Et là, le chiffre se rapproche plus des chiffres actuels, accrochez-vous bien, avec la possibilité de trouver des individus pouvant vivre jusqu'à 60 ans, voire 70 ans, s'ils avaient évité les accidents de la vie, naturellement. Donc, ou la chasse, etc. Et on retrouve en fait dans les os des personnes âgées de 60 à 70 ans. Donc, il faut noter quand même qu'il s'agit surtout de chiffres datant surtout de l'époque paléolithique supérieure, c'est-à-dire moins 35 000 à moins 10 000 ans, à peu près. On peut également observer, je pense, surtout grâce aux fossiles, qu'ils avaient une bonne stature. En moyenne, 1,70 m pour un mâle, ce qui est aussi un signe d'une alimentation de qualité. En tout cas, d'une alimentation de qualité suffisante en termes de quantité. Ils avaient des os en bonne santé, des dents solides, et l'obésité, a priori, semblait, en tout cas, soit absolument inexistante, parce que nullement écrite dans les gènes, et je pense aussi, tout ce qui, enfin, c'est pas moi qui le pense, les scientifiques n'ont trouvé pour l'instant aucune trace de ces maladies dites modernes, comme le diabète, l'hypertension, comme on peut l'observer aujourd'hui. Hein. Les derniers chasseurs-cueilleurs ont dans sur leur trace d'ossature absolument aucune maladie de civilisation. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Le but ici, c'est sûrement pas de faire un tableau idyllique, simplement, je veux juste identifier les points positifs de ce mode de vie. Voilà, c'était surtout pour faire le point sur cette première partie de l'histoire de l'alimentation.
Et je vous propose demain de voir ce qui a changé à cette époque-là, quelles conclusions on peut en tirer pour notre propre alimentation d'aujourd'hui et comment on peut envisager une alimentation saine et claire aujourd'hui. C'est déjà terminé. Oui, c'est déjà terminé. Ça va trop vite. Ah oui, c'est tellement passionnant que ça va trop vite. J'ai essayé de ne pas dépasser la demi-heure parce que après c'est long à écouter. Donc si ça vous plaît, pensez à liker ou mettre des petits commentaires en dessous si vous avez des questions. Je vais arrêter la diffusion. Voilà. Et puis je vais répondre aux questions si vous êtes avec moi. Alors Lauriane nous a rejoint et Angèle. Coucou ma belle Angèle. Coucou. Vous m'entendez tous bien? Ok. Ouais. Alors super, dites-moi un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Les vitamines liposolubles, Christine, c'est A, D, E, K, c'est ça? A, D, E, K, oui. Il y en a 4. Ok. Oui. Et on les trouve toutes les 4 dans les huiles de coco, dans l'huile d'olive. Et puis, il n'y a pas la K dans l'huile de colza, mais il y a A, E et D. Okay. Oui, tu disais que les tribus qui étaient dans la forêt tropicale, ils mangeaient plus sucré. Oui, 80% d'alimentation glucidique. Et donc, est-ce qu'ils avaient plus de problèmes de santé? Non, parce que Non, c'était pas du aucun. sucre raffiné. Ouais. C'est pour ça que quand on a commencé l'histoire de l'alimentation, je vous ai expliqué que fallait faire attention à tous les gens qui sont exclusifs. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire « Ah mais le régime sans sucre, c'est le meilleur régime. Si vous ne mangez pas de sucre, c'est sûr que vous allez perdre du poids. C'est le sucre qui fait prendre du poids. » Ou alors vous allez rencontrer, et ça a été une grande mode chez les diététiciens et les nutritionnistes des années 70, on nous a dit que c'était les produits gras et la graisse qui faisaient prendre du poids et on nous a fait supprimer toutes les graisses. Que c'était ça qui, soi-disant, faisait le cholestérol, les triglycérides, etc. Et il ne faut pas supprimer une catégorie d'aliments. On a besoin de tous ces macronutriments, tous. Et en fait, c'est notre absorption. C'est parce qu'en fait, on est en excès de certains que l'on va faire des réserves. Et c'est ce que j'expliquais là tout à l'heure, c'est que notre corps, en fait, a été formé pour faire face à tout ce qui est, dépenses énergétiques. Par exemple, se sauver devant les prédateurs, ou faire face au froid, ou faire face aux chaleurs. Et donc, notre corps a été fait pour dépenser ces calories-là. Et si on en avait trop consommé, le jour où on en consommait beaucoup, à le stocker. Parce que de toute façon, on allait peut-être être en famine pendant une semaine. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus jamais en famine. Ah oui. D'accord. Donc c'est ça l'explication. Ouais. 80%, ouais, c'est beaucoup, mais voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi qui fait que certaines personnes ont lancé les régimes, pas les régimes dissociés, mais les jeûnes intermittents. Parce qu'ils sont partis de la base que quand le corps est en jeûne, il s'affame, donc il va puiser dans ses réserves. En soi, c'est vrai, c'est une théorie réelle, d'accord? Mais si tu fais un jeûne pour perdre du poids, il faut savoir que, et ça je l'expliquerai un petit peu plus tard, mais les cellules graisseuses, contrairement aux cellules musculaires, c'est une belle machine, hein. Notre corps humain est vraiment une belle machine, mais quand on fabrique des cellules graisseuses, elles se multiplient
quand on vide ces cellules graisseuses parce qu'on a besoin de l'énergie et qu'on va transformer cette graisse en sucre pour la donner en énergie à nos muscles ou à notre cerveau. Eh bien, elles se vident, mais elles se ratatinent. Elles ne meurent pas. Ça veut dire qu'elles sont toujours prêtes. Voilà, elles sont toujours prêtes. À se regonfler. On a créé, et c'est là que la génétique intervient et que ça nous vient de notre passé préhistorique, parce qu'en fait, ça a été notre transformation pour faire face à cette évolution qui a voulu que pour faire face aux famines, on crée ces sacs de réserve et que quand on avait à manger, elles se remplissaient et quand on n'avait pas à manger, elles se vidaient. Mais elles restaient prêtes à se remplir. Alors que quand on casse les cellules musculaires, qui sont en fait des fibres, si on nourrit pas bien la fibre musculaire derrière, avec les acides aminés, avec les protéines, elle ne se reconstruit pas. D'accord? Et oui. Ouais. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. Oui, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et la différence, en fait, chez la femme, elle vient des cellules graisseuses, parce qu'en fait, on a 3 types de cellules graisseuses. On a les graisses jaunes, les graisses blanches et les graisses brunes. Et l'homme, lui, a que très peu. En fait, ça dépend de son nombre de chromosomes féminins. Mais l'homme a très peu de graisse brune, qui est une graisse hormonale. Donc, quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui a des soucis pour avoir des enfants et qui fait des traitements hormonaux, eh bien, on va aller multiplier ces cellules graisseuses brunes, qui sont, elles, très difficiles à vider. Parce que c'est des graisses de reproduction. Enfin, c'est des poches de reproduction. C'est des poches riches en hormones. Et c'est vital pour l'être humain, pour notre carcasse, de se reproduire. Donc, il ne faut surtout pas y toucher. Et donc, c'est la plus difficile à déloger. Ah, d'accord. Donc, toutes les femmes qui ont eu un traitement ont vraiment du mal, pourtant, après, à les reperdre. Ouais, à les on y arrive. On y arrive, mais il faut gruger le corps. On comprend mieux. C'est pareil, par exemple, pour les personnes à qui on enlève tous les organes de la reproduction. Ah, oui. Voilà. C'est compliqué le corps humain. Ouais, là, oui. Tu as trouvé tout ton matériel pour la rentrée? Ah oui. 2 gros sacs. J'en pouvais plus hier. Ah ouais. D'accord. C'est le collège qui demande beaucoup d'affaires scolaires pour la rentrée? Ah oui. Bon. J'ai une grande liste, regarde. Oui, effectivement. D'accord. Plus là, il y en a encore un peu là. Ah, bah, elle a dû se régaler alors. Ouais. Vu le prix aussi. Oui. Et puis des belles baskets. Ouh. Ah, bah ça c'est sûr. C'est indispensable. Ah ouais. Ouais, parce qu'il faut 2 paires de baskets, le pire. Sport de salle et sport d'extérieur. Ouais. Ah, ils sont plus compliqués au collège. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions sur le sujet du jour, on clôturera l'histoire de l'alimentation demain. Mais ça va vous permettre en tout cas de comprendre mieux certaines choses et donc de mieux coacher la perte de poids ou mieux vous coacher vous-même dans le cadre de votre perte de poids. Le nom du dentiste, Weston Price. Price comme le prix. PRICE, oui. Merci. De rien. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Un bisou. Merci. Bon après-midi. Et à demain. Bisous. À demain. Ah, demain, il n'y a pas demain. Ah non? Oui, demain, je m'arrêterai sur la route dans la voiture. Pour le faire. D'accord. Ah, tu ne seras pas là pour